J'accueille mon duo de premiers débatteurs, Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps, vous avez pris un petit peu de vacances. Vous m'avez quasiment manqué. Bon, moi aussi. Bon, plus sérieusement, on est sans doute passé à côté d'un drame à Washington lors du gala des correspondants de la Maison Blanche. Des tirs ont éclaté à quelques mètres de la salle où se trouvait Donald Trump. Donald Trump, la première dame, mais aussi tout le gratin de l'administration américaine. Un homme, en tout cas, a été arrêté. On commence à cette heure-ci à en savoir un petit peu plus sur son profil et peut-être ses intentions. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, fondateur du pôle sécurité, défense, renseignement et puis auteur de l'essai Trump, le pouvoir des mots et du roman Intrigue à l'ONU aux éditions First. Alain Bauer, on va encore une fois essayer de démêler parce qu'il y a plein d'informations qui nous viennent de Donald Trump lui-même d'ailleurs, de la presse américaine, mais tout d'abord, est-ce qu'on a échappé manifestement à une tuerie de masse hier à Washington? Alors, je ne crois pas qu'on a échappé à une tuerie de masse, mais on a échappé à une tentative d'élimination d'une partie de l'administration Trump, puisque selon les mots attribués à l'auteur toujours présumé, alors, présomption d'innocence c'est un peu différent aux États-Unis, mais on va appliquer la législation française, il aurait voulu tuer non pas le président seulement, mais les représentants principaux de l'administration Trump, puisque comme vous l'avez indiqué, il y avait le vice-président, le secrétaire à la défense / guerre, suivant l'interprétation qu'on en donne, le secrétaire d'État et une partie des autres représentants importants de l'administration Trump. Par contre, contrairement à ce qui avait été indiqué au début, il ne voulait pas tuer les journalistes, ni tous les journalistes, mais il s'était fixé un objectif qui était grosso modo la tribune. Ce qui est assez rarissime, c'est d'avoir tout ce beau monde, si j'ose dire, dans une même pièce. On sait par exemple que le vice-président et le président des États-Unis ne voyagent jamais ensemble dans un même avion. Là, vous aviez tous les éminents membres de l'administration de Trump. Oui, alors on les a à plusieurs moments. D'abord à la Maison-Blanche de manière assez régulière. On le voit d'ailleurs souvent en photographie, y compris dans des conférences de presse avec beaucoup de monde. On les voit lors du discours sur l'état de l'Union. Ce qui explique d'ailleurs que depuis que les romanciers d'un côté et pas seulement ont anticipé l'idée qu'il pourrait y avoir un attentat au Capitole un jour, il y a ce qu'on appelle un survivant désigné, puisque au Capitole ce jour-là, il y a toute la ligne de succession du gouvernement américain, c'est-à-dire le président, le vice-président, le président de la Chambre des représentants et même ce qu'on appelle le vice-président pro tempore du Sénat, le vice-président des États-Unis étant le président en titre du Sénat des États-Unis. Donc un des membres de l'administration, depuis 1792, mais surtout depuis le 25e amendement, est désigné le matin même d'un événement où tout le monde est réuni pour être le survivant désigné, et on le met dans un endroit qu'il ne connaît pas, au dernier moment, au cas où tout ce petit monde disparaîtrait. Donc il est effectivement assez rare mais pas si rare que ça, puisqu'il y a des moments très précis, et le dîner des correspondants fait justement partie de ces moments où il est possible d'avoir le président, le vice-président et une partie de l'administration. Alors on va revenir évidemment avec vous sur cette opération d'exfiltration qu'on a tous découvert, un peu saisie devant nos écrans de télévision ce matin, y compris en France au lever du jour. Mais les informations les plus récentes, c'est ce manifeste de ce suspect, en tout cas cet auteur présumé, il s'appelle Cole Allen, et il a manifestement laissé une sorte de profession de foi et tout semble penser à un acte qui était prémédité. Alors, de toute façon, c'était prémédité. D'abord, il a loué une chambre dans laquelle il a stocké des armes. Donc, il n'est pas rentré en disant « coucou, il y a de la lumière ». Il n'est pas venu prendre le thé non plus. Il avait 4 armes signalées, un fusil à pompe, une arme de poing et 2 couteaux. Et il a organisé sa présence, sa visite, en contournant les dispositifs de sécurité, puisqu'il était dans l'hôtel. Le Hilton Washington est un hôtel immense, il y a plus de 1000 chambres. Il y a de très nombreuses conférences, manifestations, réunions diverses. J'ai eu l'occasion, alors non pas d'assister au dîner, je n'étais pas invité, mais de voir comment c'était avec le patron de la police de Washington, à l'époque Obama. Et donc, j'ai souvenir de cette immense pièce. Alors, c'est extraordinairement bruyant.
très très Oui. brillant, ce qui Oui. explique pourquoi en fait on ne sait pas qu'il se passe quelque chose avant que ça se passe vraiment devant vous. C'est Oui. très brillant. En plus, il y a D'ailleurs, Donald Trump dit, je ne sais pas si ce sont des balles, il croyait à des plateaux avec des d'abord parce assiettes. qu'il y a un orchestre. Oui. En plus, c'est juste avant le début où tout le monde se tait. On a commencé à servir. Donc, vous avez le bruit des conversations, les couteaux, les fourchettes, la vaisselle, bref, à peu près tout. Et donc, il faut un temps pour comprendre ce qui se passe. Quand vous avez vu les attentats au Stade de France, les 3 booms, Ah oui, eh bien, les booms, en fait, les gens sont saisis parce qu'ils ne savent Oui. pas si c'est un feu d'artifice, je quelque vous chose quoi. le confirme, Parce- j'y oui. étais. Voilà, parce qu'il y a l'effet distance. Moi, Oui. je l'ai vu de loin, mais à la télévision, j'ai senti cette espèce de doute sur qu'est-ce que c'est. Avant qu'on Bien sache ce sûr. que c'est, vous avez ce moment qui dure quelques secondes. Et là, ça a duré quelques secondes. Le temps que le Secret Service envoie des agents, 1 devant le président, 2 sur les côtés, puis décide de l'exfiltrer en le faisant se baisser, ce qui explique ce mouvement-là, puis expédié de l'autre côté de la pièce, alors que tout ceci se passait non pas à quelques mètres, mais quelques dizaines de mètres. En fait, il faut regarder le plan Alors, c'est l'entresol. Pendant un moment, je ne savais plus si c'était le sous-sol ou l'entresol. C'est l'entresol. Et donc, vous voyez ce plan d'entresol. En fait, le couloir en question, vous avez un poste de contrôle qui est là, et où là, l'assaillant a réussi à passer par l'indifférence des agents de sécurité qui se font Eh oui. probablement taper sur les doigts. Et ensuite, il y a 10 ou 20 mètres plus loin, la porte d'entrée, où là, des agents armés ont réussi à intercepter l'assaillant. Alors Donald Trump, lui, félicite le Secret Service. Il n'empêche, vous venez de le souligner vous-même, quand même une faille dans les services de sécurité, puisque cet assaillant a pu au moins se rendre dans l'entresol. Fort heureusement, il n'est pas rentré dans la salle du dîner. Mais alors, ce qui est cocasse, si j'ose dire, c'est que lui-même dénonce dans son manifeste un aberrant manque de sécurité, puisqu'il a pu, lui, prendre une chambre tranquillement à l'hôtel sans même qu'on vérifie son identité. Il le Mais on leur a souligne. vérifié qu'il ne se serait rien passé. Cet individu n'avait aucun passé judiciaire. Il a fallu aller. C'est comme toujours, vous savez, quand il y a un attentat en France, en général, on vous dit c'est un loup solitaire, on l'a pas vu arriver, etc. Et puis le lendemain, il y a 20 000 documents qui sortent de partout parce que en fait, on avait plein de petits morceaux partout, mais personne n'avait fait le travail. D'abord parce qu'il y en a trop à surveiller, ça c'est un vrai sujet global. Et puis ensuite, on est passé en France depuis 2015 à un vrai effort de modernisation du dispositif de renseignement qui fait de l'anticipation alors qu'il n'en faisait pas. Je rappelle pour l'histoire, avant 2016, l'attentat de Nice, qui est quand même un des plus violents que la France ait subi avec un camion, même pas un armement lourd, il y a eu 5 opérations antiterroristes réussies préventives. C'est-à-dire en général, en France, on est très bon pour arrêter les auteurs d'un attentat, sauf que c'est déjà après, il y a déjà eu des victimes. Il y en a plus de 60 depuis. Donc on a changé le logiciel. Aux États-Unis, on aurait fait la même chose, on n'aurait pas trouvé grand-chose, puisque le manifeste en question est visiblement, d'après ce que j'ai compris, sous réserve de validation par la réunion qui va avoir lieu aujourd'hui de présentation à un juge, avec des incriminations encore assez légères. Maître pourra le constater. En tout cas, ils ne perdent pas de temps aux États-Unis. C'est assez rapide. Oui. Après, c'est pas exactement le même système. C'est un système de common law, c'est pas exactement. C'est accusatoire. Exactement. Mais en tout cas, il y a, pour l'instant, les incriminations, c'est pas tentative d'assassinat, c'est possession d'armes, c'est tentative sur un agent fédéral, mais pas sur le président des États-Unis. C'est étonnant que ce soit pas. Ça aurait pu être assassinat. Ça aurait pu, mais c'est pas. On va voir, Madame Pirot, la procureure générale n'est pas connue pour son côté gentil, aimable, et voilà, elle est très très républicaine. En plus, elle est connue pour être une supportrice très importante de Donald Trump, mais elle y est allée doucement parce qu'elle n'avait pas assez d'éléments au moment de la déclaration initiale. Je pense qu'on va avoir une mise à jour. Et ça peut évoluer dans les heures qui viennent, parce que généralement, vous avez une première version et en fonction des éléments qui ont été donnés, vous avez effectivement un ajustement. Là, quand même, on apprend des choses assez étonnantes. C'est que ses frères et sœurs avaient l'air de savoir, de connaître le pédigré de leur frère. Il y a quand même un manifeste où on sent une forme de haine, voire d'envie de revanche à l'endroit de Donald Trump. A-t-il été diffusé sur les réseaux sociaux? Visiblement, ça n'était pas encore le cas. A-t-il été laissé dans sa chambre? Alors, ça expliquerait. Mais son frère aurait tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités. Mais ça, c'est ce que j'indique. C'est qu'on va découvrir. On le découvre a posteriori, en fait. C'est toujours pareil. Que quelqu'un avait signalé qu'il avait dit quelque chose que tout le monde avait plus ou moins fait, mais dans des lignes de nage totalement séparées, et puis que personne n'avait fait la synthèse.
Seul le NYPD aux États-Unis, la police de New York, a créé un Joint Center qui permet de regrouper toutes les informations disponibles après les attentats de 2001. Mais tous les autres services de police se sont trouvés englués dans on le fait pas, est-ce qu'on travaille avec le FBI ou pas, est-ce qu'on travaille avec l'immigration ou pas. C'est un débat permanent aux États-Unis. Il y a 16 000 services de police et c'est le territoire qui fait la loi. Il n'y a pas une police nationale ayant tous les pouvoirs de centralisation. Et même en France, ça n'a pas empêché les attentats de 2015, par exemple sur Kouachi Koulibaly. Il y a une défaillance majeure de l'ensemble des services de renseignement. Et donc, on l'a bien compris, depuis, il s'est passé quelque chose. Les États-Unis, c'est plus lent. Le NYPD, oui. La police de New York, parce que 2001 est passé par là et que tous les blocages, tous les interdits ont sauté grâce à l'action d'un homme qui était Ray Kelly. Mais dans les autres villes américaines, on n'a pas tout à fait la même situation. Alain Bauer, je voudrais qu'on s'arrête quand même quelques instants sur Donald Trump lui-même, qui est toujours un personnage assez étonnant, parce que quand on découvre ça ce matin, on voit les têtes ébahies de tout le monde. Lui, il est calme. De sa femme terrorisée. Et lui... malgré tout, toujours avec une forme de flegme, qui attend vraiment qu'on l'exfiltre, et puis toujours ce sens de la communication innée. Alors il y a eu une première prise de parole, je crois. Je vous ai entendu la commenter en disant que s'il avait pu, il l'aurait fait immédiatement. Oui, mais il voulait revenir tout de suite. On lui a demandé quand même d'attendre. Et puis là, plus récemment, je vous propose d'écouter toujours avec son sens de la com. C'était Donald Trump tout à l'heure sur Fox News. Écoutez. Ils m'ont en quelque sorte dit « Tu exerces un métier dangereux. Si tu es un président qui a de l'influence, tu cours beaucoup plus de risques que si tu n'en as pas. La plupart des présidents n'ont pas beaucoup d'influence. Ils ne font pas le travail qu'ils sont censés faire. » Incroyable quand même. Alors je pense que sa toute première intervention, celle qu'il voulait faire tout de suite en revenant dans la salle, ce qui lui a été interdit par le Secret Service qui gère la sécurité présidentielle, et celle qu'il a fait 40 minutes plus tard à la Maison-Blanche, était la représentation exacte de ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Absolument. Sur le réel Donald Trump n'est pas celui qu'on croit. Il y a un Donald Trump provocateur, digressif, bref, tout ce qu'on veut, divagant parfois, ou en tout cas obsessif. Là, on a un Donald Trump totalement rationnel, totalement zen, expliquant ce qui s'est passé, dans un calme. Plusieurs couches de Trump, Oui, il y a plusieurs Trump pour le prix d'un seul. C'est une sorte et ce qui est intéressant, c'est de voir que celui-ci existe. Et vous avez pu noter d'ailleurs que tous les critiques de Donald Trump se sont, après avoir expliqué qu'il était dingue, fou, incapable, etc., on dit qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est formidable. C'est vrai qu'il était très rationnel ce matin, très calme. Mais il était ce Donald Trump que moi j'ai rencontré une fois il y a très longtemps et dont je me demandais s'il avait changé, vieilli, etc., alors que je constate qu'il est toujours présent. Et c'est ce que, dans le livre, je mets d'ailleurs les différentes couches de Donald Trump, non pas depuis 40 ans, le moment où j'ai commencé à retrouver ses premiers textes en 87, mais comment il est en même temps un peu tout ça en fonction de à qui il parle, à quel moment il parle et quel est le rôle qu'il veut jouer. Et lui qui est en difficulté dans les sondages et empêtré dans ce contexte iranien compliqué, nous montre encore un visage, comme il l'avait d'ailleurs montré en juillet 2024 en Pennsylvanie, quand il a échappé à ce tir. Ça peut certainement peut-être lui profiter. Alors ça, il va y avoir un moment d'union nationale, de rassemblement, comme après tout attentat. Après les élections, c'est en novembre, donc il va passer de l'eau sur les ponts. Mais je crois qu'il a surtout fait une démonstration là, après les agonies d'un jour contre les Iraniens, ce moment où tout le monde a dit faut le destituer, il est fou. Il est en train de montrer qu'il y a autre chose derrière, qu'il faut le prendre, non pas sur la question de la folie supposée, car il ne l'est pas, mais sur la question de quelle rationalité a Donald Trump et qu'est-ce qu'il veut. Enfin, c'est un joueur de poker, c'est même un joueur de poker menteur. Il a toujours plus de jetons à la fin de la partie qu'au début. Et à la fin du mandat de Donald Trump, quelqu'un se rendra compte de ce qui s'est produit. Il a récupéré le canal de Panama au nez et à la barbe des Chinois. Il est en train de contrôler le détroit de Malacca. C'est 80% des exportations chinoises. Il a récupéré le Venezuela. Il est en train d'étouffer Cuba, qui va tomber un jour ou l'autre dans son escarcelle. Il est en train de réindustrialiser et remilitariser les États-Unis. Parfois, c'est un peu curieux comme mode opératoire, mais il faut cesser de réagir et d'être sidéré par les provocations réelles de Donald Trump. Sur l'Iran, vous ne nous avez pas encore dit ce qu'il a fait, mais on vous réinvitera, parce qu'on n'en est pas à l'heure du bilan. On verra. Je rappelle qu'il a fallu 79 jours pour finir la guerre qu'on a menée, toute l'OTAN réunie, à la Serbie, pour mettre fin au massacre au moment de la guerre de l'ex-Yougoslavie. On est à 60 jours aujourd'hui ou demain, je crois, demain. Et à 60 jours demain, c'est le moment où il doit saisir le Congrès
pour que celui-ci, dans les 30 jours, décide ou pas de lui laisser poursuivre la guerre. Merci, c'est toujours passionnant de vous écouter, Alain Bauer. Je rappelle votre essai « Trump, le pouvoir des mots » et du roman « Intrigue à l'ONU » aux éditions First. Merci d'être passé par le studio.